la CGT va faire supprimer ce contrat de louage-ouvrage qui faisait que le capitaliste exploitait tous les ouvriers. Et à la place, ils vont imposer le Code du travail en 1905. Code du travail que Macron vient de détruire par des ordonnances en 2018. Et juste une question, ce dont tu parles là et qu'a combattu la CGT, notamment par la loi travail donc en 1905, que Macron est en train de détruire, est-ce que ça, finalement, c'est pas l'équivalent aujourd'hui de ce qu'on appelle la sous-traitance? C'est de la sous-traitance comme on la connaît actuellement. Exactement. D'accord. Donc la sous-traitance est revenue, c'est-à-dire à l'époque, ça s'appelait comment, redis? Là, c'était un contrat de louage. Contrat de louage, d'ouvrage. Ok. Avec les marchands-pères, qui étaient des sous-traitants. Mais comme ça existe actuellement encore, enfin, je ne vais pas discuter là-dessus parce que... Ça va être trop long. Donc en tout cas, ça c'est revenu, quoi. La sous-traitance, c'est revenu comme avant la loi de 1905, la loi de travail. Exactement. Okay. Il y a beaucoup de choses qui sont revenues comme avant la loi de 1905. Le capitalisme est en train de prendre sa revanche. Exactement. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et bon, je continue. Je reprends ce qu'il a conseillé. C'est ça. Voilà. Et donc, le Code du travail impose aux capitalistes d'être employeurs. Et ce qu'il ne veut surtout pas. Il ne veut surtout pas être employeur. D'abord parce qu'il faut qu'il s'expose comme exploiteur. Dès qu'il est employeur, c'est qu'il a des employés et qu'il exploite. Et il est obligé de respecter les règles du Code du travail. Et aujourd'hui, les travailleurs de chez Uber n'ont pas de capitalistes employeurs. Ils redeviennent invisibles. Ils vont chercher leur travail sur une plateforme numérique. La concurrence y est effrayante. Donc la figure de l'employeur, c'est la figure de l'exploiteur, mais encadrée par un droit du travail. Oui, qui doivent respecter. Oui, qui doivent respecter, exactement, avec des inspecteurs du travail. Tu vas voir aussi comment ça a été très très compliqué, à ce que ça rentre dans la tête du gouvernement, qui ne voulait surtout pas du contrat de travail. Les capitalistes ne voulaient surtout pas du contrat de travail, qui les reconnaissent comme employeurs. Ils veulent bien être donneurs d'ordre, ils veulent bien être les clients, mais ils veulent surtout pas être exploiteurs. Être employeurs. Ils aimeraient être exploiteurs, oui. Alors, par exemple, j'étais en train de dire, là, les paysans de la FNSEA, ils ont des milliers d'euros de dettes sur le dos. Et ils travaillent pour le Crédit Agricole. Ils sont les vaches à lait du Crédit Agricole. Et ils mettent en valeur du capital pour le Crédit Agricole. Donc, ils travaillent. Ils travaillent pour les fournisseurs, quand ils achètent du matériel, Massey Ferguson, Bayer, pour ce qu'ils ont à répandre sur le sol, qui vont ponctionner eux aussi une partie de la valeur produite par les paysans. Et les centrales d'achat, les Leclerc, etc., vont pratiquer des prix qui ponctionnent aussi la valeur produite par le paysan. Il reste aux paysans la rémunération capitaliste, c'est-à-dire le prix de la force de travail. On va le payer pour que demain, ils soient encore là pour pouvoir travailler. Ça va, ça? La force de travail, ça vous fait sens? Donc ça veut dire que les agriculteurs sont exploités par des centrales d'achat, par les banques et puis par tous ceux qui leur fournissent les produits à mettre dans leurs champs, etc. Donc les agriculteurs sont des exploités sans contrat de travail. Ah oui, ils n'ont pas de contrat de travail. Ils sont indépendants. Alors, il y a des conventions collectives qui sont signées en 1919 et qui sont anticapitalistes. Et c'est un rapport social, donc un rapport de force entre capitalistes et classe ouvrière. Les capitalistes qui ne veulent toujours pas être reconnus comme exploiteurs, et ce n'est qu'en 1950 que la loi les oblige tous les employeurs, signataires ou non, de respecter les conventions collectives. Il y a d'immenses manifestations syndicales et des grèves qui ont été à l'origine de cette loi. Et depuis 1919, elle a commencé à se répandre. Seulement, les gouvernements qui défendaient les capitalistes, comme toujours, ils n'ont pas voulu que
la classe ouvrière fasse étendre les conventions collectives à toutes les entreprises. Ça sera étendu en 1950, c'est ça? En 1950. Pour tous, Voilà. pour toutes les entreprises Voilà. et tous les travailleurs. De 1919 en 1950, les différents gouvernements ont repoussé les demandes d'augmentation de salaire et repoussé les conventions collectives. Et là, je me dis, en y réfléchissant, je me suis dit, il n'y a aucun gouvernement qui n'est un bon gouvernement. Je me suis dit, il n'y a que des travailleurs acharnés à conquérir. Il n'y a que des travailleurs acharnés à conquérir la maîtrise de leur travail. Il n'y a que ça qui fait que... Ah, ça, je vais tâcher d'expliquer après. Oui, on a un peu oublié tout ça depuis quelques années, cette vision-là, on l'a oublié. De la conquête, de ce qu'il a fallu se battre. Mais encore, je te dis rien des bagarres que j'ai pu lire là-dedans, là, sur l'institution du travail. C'est effrayant. Et excuse-moi, tu peux répéter pourquoi tu disais que jusqu'à présent, il n'y avait eu aucun bon gouvernement en fait? Qu'est-ce qui te faisait avoir cette pensée à l'esprit? C'est toutes les luttes là que je viens de lire et auxquelles les gouvernements, c'était les gouvernements des capitalistes, hein, tous ceux qu'on a eus jusqu'à maintenant. Hein. Donc, voilà. Et aucun n'a fait en sorte que la classe ouvrière puisse se battre sans se battre dans les conditions dans lesquelles elles se battaient, c'est-à-dire voilà, jusqu'à en perdre leur vie. Hein. Donc ça veut dire que le pouvoir politique tel qu'il est structuré depuis longtemps ne défend jamais le bien commun. Non, t'as vu ça toi? Non, là, c'est pas vu. C'est juste pour être bien sûr qu'il n'y en a pas un qui sauve l'autre. Non. Chaque conquête, ce que tu voulais dire, chaque conquête pour les travailleurs a été effectuée par les travailleurs eux-mêmes ou ont été largement demandés ou demandés sous la pression et qu'aucun gouvernement de lui-même a favorisé le sort des travailleurs. C'est ça que tu voulais dire. Ouais. Et je veux dire aussi que la seule manière de repousser tout ça, c'est la maîtrise du travail. Je vais petit à petit en arriver là. Que veulent conquérir les travailleurs avec les conventions collectives? Ils veulent conquérir leur place dans la production, puisque jusqu'à maintenant, ils étaient invisibles. Hein? Donc on ne disait pas qu'ils étaient dans la production, ils étaient invisibles. Et ils ne veulent plus être invisibles, ils veulent être producteurs de valeur. Depuis 1919, les capitalistes reculent et les gouvernements, à leur botte, refusent la reconnaissance des conventions collectives. Et Daladier prend prétexte de l'état de guerre pour interdire la signature des conventions collectives. Donc les syndicats, les syndiqués, les communistes, la classe ouvrière analysent les différents postes de travail dans la branche avec des critères de qualification. Parce que j'en ai fait un petit papier. C'est avec ces critères-là que la CGT, les travailleurs sont partis pour faire l'analyse des postes qu'il y avait, puisqu'ils voulaient être reconnus dans l'entreprise comme occupant des postes de travail. Et ils ont qualifié les postes à partir de ces critères-là. Voilà. Donc, c'est en termes de niveau de responsabilité, d'importance du poste dans le procès de travail, d'ancienneté souhaitée, de diplôme, de pénibilité, et qui vont permettre d'inscrire les postes dans une hiérarchie de qualification. Ça a été la qualification des postes. Donc les critères, c'est pénibilité... Attention, c'est après. Hein, non mais... Ouais, oui, c'est vraiment à la fin. Ouais. C'est niveau de diplôme. Après, aussi, non plus. Ancienneté. Tu pouvais te former dans l'usine. Ah oui, d'accord. C'est vrai que moi, ça se voit bien que j'ai vécu à une époque différente en fait. Parce que, mais ouais, donc il y a les critères du coup, vas-y, rappelle. Que veux-tu dire par là? Que on est vieux, c'est ça? Non, c'est pas ça. Non, c'est juste que du coup, on voit... t'es super jeune. Non, mais qu'on voit le mouvement de l'histoire en fait, et que ça a vraiment changé entre quand vous aviez 30 ans et aujourd'hui moi en fait. Enfin, ça a vraiment changé quoi. Mais moi, je vais t'expliquer pourquoi moi... Si, puisque je suis allée travailler dans l'entreprise, j'ai bien vu que c'était ça. Mais je ne savais pas que c'était avec ça, avec ces critères-là, qu'ils avaient classé les postes. Tu es dans une entreprise, tu es OS dans l'entreprise.
Tu es OS ou tu es... Ouvrier spécialisé. Oui, ouais. ou tu es OP, ouvrier professionnel, ou tu es ingénieur. À cause de quoi? Dans l'échelle des qualifications des postes, à cause de quoi tu as pu être à ce niveau en bas de l'échelle, ou plus haut, plus haut, plus haut. Et c'est à cause de ces critères-là. Voilà. Ils ont classé, à partir de ça, ils ont classé pour que chacun puisse avoir occupé un poste. Ok, donc niveau de responsabilité, l'importance du poste dans le process de travail, ok, l'ancienneté souhaitée, et ensuite diplôme et pénibilité. Oui. Ok. Alors j'ai plaisanté, mais ça vaut peut-être le coup de revenir dessus, parce que par rapport au diplôme et ce qui se passait avant, en fait, que tu voulais dire, c'était que le diplôme n'était pas forcément nécessaire pour rentrer dans l'entreprise, et qu'on pouvait se former à l'intérieur de l'entreprise. Bien sûr. Et ça, c'est ça que tu voulais dire. J'ai coupé par ma plaisanterie, mais c'est que ça, maintenant, c'est terminé. Oui. On ne se forme plus dans l'entreprise comme auparavant. Il faut un diplôme avant d'entrer. Oui. Mais et Renault avait sa propre formation à l'intérieur, hein, autrefois. C'était quoi? C'était Vorouzé qu'on appelait? Non? C'était pas Vorouzé chez Renault? C'était pardon? Vorouzé? Non? Le centre de formation. Le centre de formation pour eux, je crois, ils les formaient eux-mêmes. Pour les adapter à tel poste. Tu pouvais monter en qualification à partir... Mais ils préfèrent avoir quelqu'un qui venait, il y en a beaucoup d'ailleurs chez Renault, qui étaient agriculteurs et puis ils avaient du mal à vivre sur leur ferme. L'homme venait travailler chez Renault, et bon, il n'avait aucune qualification. Et là, on le formait. Et il restait chez Renault en général. Maintenant, c'est fini. À l'embauche, les entreprises ne forment pas, ils demandent des diplômes, des surdiplômes, et même de l'expérience. Il faut même de l'expérience maintenant. Il faut qu'ils soient rentables tout de suite. Hein. C'est des petites choses comme ça qu'on voit l'évolution du monde de l'entreprise. Et d'ailleurs, je me demande dans quelle mesure est-ce que ce changement n'a pas été pensé, parce qu'en fait, si on y pense du point de vue capitaliste, ce changement est positif pour eux. Parce que quand il y a un gars qui commence au bas de l'échelon et qui monte à l'intérieur de l'entreprise et qui finit par avoir des responsabilités, il connaît bien les gars de terrain. Il connaît bien son métier, et donc on ne peut pas traiter quelqu'un avec lequel on a bossé pendant 15 ans, même si on devient son chef ensuite, on ne peut pas le traiter comme si plutôt on vient d'une autre boîte où on arrive de l'école. Là, on arrive directement. Bah oui, ceux qui sont en dessous de nous, ils sont en dessous et on n'a jamais été à leur niveau, donc on peut plus... Enfin, ce système de fonctionnement fait que les gens qui ont des responsabilités dans les entreprises ont davantage cette tendance à considérer ceux qui sont en bas de la hiérarchie. Ils ont plus tendance désormais à les prendre pour du bétail, en fait. Moi, il y a un cadre déjà qui m'avait déjà dit ça, qu'avant de fréquenter les Gilets jaunes, il était persuadé que ceux qui étaient en dessous de lui dans la hiérarchie de l'entreprise, c'était du bétail. Il en parlait comme du bétail. Et d'ailleurs, par rapport à la formation, et quand tu disais que le capitalisme avançait masqué, on a quand même aujourd'hui un discours où on entend formation, il faut se former, il y a des écoles de formation qui ouvrent partout. D'ailleurs, une partie de ces formations, c'est des formations bidons, il faut le dire. Par contre, ils prennent de l'argent de Pôle emploi et de l'État, parce que soi-disant, ils aident à l'insertion professionnelle. Donc, on entend beaucoup parler de formation, sauf que la formation n'a plus lieu, ou beaucoup moins, à l'intérieur de l'entreprise. Mais en fait, la formation, elle a été externalisée des entreprises. Enfin, voilà pour les petits changements qui s'opèrent et qui vont pas dans notre sens, quoi, c'est sûr. Je te laisse. Je continue. Voilà, donc, et quand on te parle de l'OS, de l'OP, etc., on voit bien que c'est une convention, tout ça. C'est une convention. Hein. Il a fallu qu'il y ait des rapports de force entre la classe ouvrière et le capitalisme pour faire cette classification-là. Hein. Alors, je dis tout ça, ce sont des actes réels qui ont été posés. C'est pas, voilà, ça sort pas de la tête de n'importe qui, ça a bien été comme ça a été posé comme ça. Donc, ces actes-là, la classification, comme ça, dans l'ordre des postes, ça a permis aux ouvriers de sortir de l'invisibilité dans leur travail, de les payer à la mesure, non pas du travail concret, on ne les paye pas parce qu'ils ont fait, même si ça c'est voilà, comment dire,
on va t'obliger à faire ton temps de transmission, par exemple, dans la journée. Il travaille à la tâche, quoi. Tu es payé à la tâche. Oui, mais c'est pas là-dessus que le capitalisme se fait du fric. Et donc, ils sont sortis de la rémunération capitaliste. On ne les paye plus à la force de travail. Alors, à leur force de travail, pour qu'ils soient encore là demain. C'est-à-dire qu'on ne les paye pas pour leurs besoins. Hein, on va les payer parce qu'ils sont producteurs de valeur. Ça, c'est quelque chose de... C'est un pas de géant. Hein. Ouais. On est, avant le droit du travail, on était payé en échange simplement de notre force brute, notre force de travail brute, oui. Alors que là, on commence à être payé pour des qualifications, pour qui ont été créées de manière conventionnelle. Ils ont un salaire à la qualification de leur poste. Tu vois, si tu as un poste très qualifié, tu vas avoir un salaire plus important que celui qui a un poste peu qualifié. Mais c'est quand même un sacré progrès. Parce qu'avant, au 19e siècle, et encore pas avec les canuts, mais au 19e siècle, on disait on va te payer pour que demain tu puisses encore être là, comme on fait encore aux paysans. Hein. Pour que tu sois là demain. D'ailleurs, le SMIC, dans les années 60, hein, il était évalué au panier de provisions. D'accord. Tu vois, la force de travail, c'était alimentaire. Il a fallu se battre d'une manière extrêmement... Oui, et je dis, les capitalistes continuent, en 1960, les capitalistes continuent à instaurer un SMIG à l'époque, salaire minimum intergaranti, et qui était calculé sur un panier de provisions. Nous sommes encore des aides de besoin. Je trouve ça, et d'un mépris à ne reconnaître des aides de besoin. Et surtout pas producteurs de valeur. Hein? Et maintenant, il y a encore des embauches à 0,5 SMIC, à 1 SMIC, 1,25 SMIC ou 1,50 SMIC. Ça existe encore, ça. Tu te rends compte? Je trouve ça, ça me dégoûte, ça m'écoeure. Et je disais après ça, les capitalistes, ils n'ont pas la tête dure, ils savent ce qu'ils font. Hein. Ils ramènent au 19e siècle, les travailleurs sont des aides de besoin attachés au travail concret. Et quand ils étaient dans la production, c'était plus au travail concret qu'ils étaient rattachés. Ils étaient reconnus comme producteurs de valeur dans une échelle qui les classait par rapport à leur qualification. C'est compliqué ça, à l'entendre. Je sais que c'est compliqué. Mais enfin bon, ce que voulaient surtout pas les capitalistes, c'est qu'ils soient producteurs de valeur. Parce que toujours, je me souviens, moi, la CGT et l'IPCF à l'époque disaient ça, que on peut se passer des capitalistes, mais les capitalistes ne peuvent pas se passer des travailleurs. C'est ce que j'avais en tête quand tu parlais de producteurs de valeur. Oui, l'ouvrier, l'employé produit de la valeur, et ça, les capitalistes essayent de le faire oublier, et ils mettent d'autres mots à la place, qui est souvent, là, depuis quelques années, ou même quelques décennies, le salarié est vu comme un coût. Il coûte à l'entreprise de salarié. On entend ça tout le temps. Le travail qui coûte. Alors qu'il produit, il crée la valeur. Exactement. Donc ça, c'est le langage, l'utilisation du langage, la manipulation des capitalistes. L'hégémonie de la classe bourgeoise. Pour inverser la valeur des choses, pour faire croire que l'ouvrier coûte, alors qu'il faut réduire ce qu'il produit.